passez une très belle soirée sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Comparution immédiate de 8 manifestants interpellés jeudi à Grenoble en marge de la manifestation contre la loi travail. Ils s'étaient opposés violemment aux forces de l'ordre après avoir été placés 2 jours en détention provisoire. Ils comparaissent donc devant le tribunal correctionnel, notamment pour outrage et violence contre personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est un problème auquel sont confrontés de nombreux villages dans des zones rurales. La fermeture de classes ou d'écoles, faute d'élèves pour les remplir. À Montmain, en Haute-Savoie, on n'en est pas encore là, mais un père de famille a devancé le problème en cherchant lui-même des familles. Et pour cela, il a déposé une annonce sur Le Bon Coin. Et puis nous serons en direct de Villard-de-Lans avec la championne iséroise Marie Dorin-Habert. La station du Vercors organise ce soir une fête pour célébrer le retour de ses champions après les mondiaux d'Oslo durant lesquels les tricolores ont fait forte impression. Marie Dorin-Habert a remporté pas moins de 6 médailles en 6 courses. Nous reparlerons avec elle de cette très belle performance. Et juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. L'onde de choc planétaire provoquée par le scandale Panama Papers, un vaste système d'évasion fiscale qui implique des hauts responsables politiques, des sportifs et des milliardaires partout dans le monde. En France, Michel Platini, Patrick Balkany, Patrick Drahi sont visés. La justice ouvre une enquête préliminaire pour fraude fiscale. Et puis ce casse-tête pour l'éducation nationale et sujet d'inquiétude pour les parents, le remplacement des enseignants. 20 000 journées de cours n'ont pas été assurées depuis la rentrée, faute de professeurs. Les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme. Je vous le disais en titre, 8 jeunes sont jugés aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Tous ont été interpellés le jour de la manifestation contre la loi travail. Ils sont notamment poursuivis pour des actes de violence envers les forces de l'ordre. Xavier Schmitt, Yves Maréglot. Les familles et les amis sont venus soutenir les 8 prévenus. La comparution immédiate suppose des charges suffisantes. Le parquet a retenu notamment des violences avec armes contre les forces de l'ordre. Mais pour la défense, la détention provisoire de 2 jours n'était pas nécessaire. On a été un petit peu étonnés que ces jeunes gens sans casier judiciaire aient été l'objet d'une détention provisoire qui, en pratique, est réservée à des personnes soit avec un casier judiciaire assez conséquent, soit dont on considère sérieusement qu'ils sont ancrés dans la délinquance. Les affrontements avec les forces de l'ordre se sont produits dans l'après-midi et la soirée du 31 mars, à l'issue de la manifestation contre la loi travail. Plusieurs centaines de manifestants voulaient braver l'interdiction d'un rassemblement festif dans le parc principal de la ville. Certains groupes fortement alcoolisés ont lancé des projectiles contre les policiers. On a affaire à des policiers qui étaient juste en uniforme de tous les jours et donc qui n'étaient pas équipés pour affronter des actes de violence. Donc on a pu ressentir quand même une certaine forme de vulnérabilité de la part des policiers qui l'ont quand même parfaitement exprimé lors de l'audience. Les avocats de la défense invoquent la personnalité de leurs clients. Les 8 jeunes gens ont tous plus ou moins le même profil. Lycéens, étudiants ou en recherche d'emploi, sans aucun antécédent judiciaire. Chacun à leur tour, ils présentent leurs excuses et leurs regrets. La plupart reconnaissent les faits les plus graves. Violence avec jet de pierre et de bouteilles contre les forces de l'ordre. Le procureur les accuse d'être venus intentionnellement bouffer du flic, ce sont ses mots, et il réclame des peines pour l'exemple. 6 mois de prison, dont 2 mois fermes. Oui, les 4 premiers prévenus ont écopé de peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis, une obligation d'exécuter un travail d'intérêt général. Les audiences ne sont toujours pas terminées. Et puis en bref, un mineur a été blessé par balle près de la rue Trécloître à Grenoble. Les faits se sont déroulés ce matin vers 10h30. Le jeune homme âgé de 17 ans a reçu une balle au niveau du genou. Il n'est pas originaire de Grenoble. On ne connaît pas les circonstances de cette agression. Alors que la loi travail fait débat, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique était en déplacement en Isère aujourd'hui. Emmanuel Macron a visité plusieurs entreprises du nord du département à Pont-Évêque et à la Tour du Pin. Un déplacement sur le thème de l'excellence industrielle et de l'innovation. Marion Feutry et Vincent Abran l'ont suivi. Première étape de cette tournée iséroise pour Emmanuel Macron, une jeune PME à la démarche solidaire, l'atelier couture Andy Soie.
Spécialisée dans la confection de textiles pour des marques de luxe, cette entreprise donne une chance à des travailleurs handicapés ou des personnes éloignées de l'emploi. Une démarche saluée par le ministre de l'économie ce matin. Bien évidemment, ça nous rend fiers les unes et les autres de vivre cela et d'avoir cet œil, ce regard bienveillant et attentif. Et à la fois, c'est l'occasion pour nous de témoigner que d'entreprendre autrement, c'est une expression qu'on voit beaucoup en ce moment, eh bien, ça fonctionne. C'est absolument formidable de voir qu'on peut marier l'excellence d'un geste, la formation et en même temps l'innovation sociale. C'est-à-dire que chacun y trouve sa place. C'est une très belle leçon économique et en même temps une leçon politique. Autre exemple d'entreprise iséroise qui fonctionne avec l'usine Calor du groupe SEB. Si ce géant du petit électroménager accueille aujourd'hui ce déplacement sur le thème de l'innovation, c'est que le groupe a fait le pari d'innover pour se développer. Ça veut dire que nous devons avoir beaucoup de gens, et nous en avons 1300 personnes dans le groupe, qui ne pensent qu'à cela, que ce soit en marketing, en design, en bureau de développement, en recherche, à penser à ce qu'on peut apporter aux consommateurs. Entre poignées de main et photos avec les salariés, Emmanuel Macron a salué cette stratégie qui a permis au groupe de résister à la concurrence et d'éviter la délocalisation en masse. C'est le leader mondial dans son secteur aujourd'hui, mais la Chine, la Russie, le Brésil, et malgré tout, on maintient 6000 salariés en France, avec un marché français qui est fort, mais parce que l'entreprise a innové, a investi et monté en gamme. En 2012, Nicolas Sarkozy avait lui aussi visité l'usine de Pont-Évêque comme un symbole de la défense du savoir-faire français. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 8 TER ont été supprimés par la SNCF sur l'axe Grenoble-Saint-André-le-Gaz. Cette mesure, qui s'explique par des départs en retraite non anticipés, a été vivement critiquée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d'informations et articles complets sur notre site alpes.france3.fr. Notre sujet grande région nous emmène ce soir à Saint-Étienne où un exercice de sécurité a été organisé ce matin au stade Geoffroy-Guichard. Il s'agissait de tester la réactivité des secours après une attaque chimique. Un test grandeur nature pour ajuster le dispositif en cas d'attentat pendant l'Euro 2016. Damien Grousson, Anthony Laurent. Pas de panique, ceci n'est qu'un exercice. Le stade Geoffroy-Guichard était ce matin le cadre d'un test grandeur nature de simulation d'attaque terroriste. Dans le scénario, un drone survole un match de l'Euro 2016, largue un produit chimique, puis se crache dans la foule. Les stadiers nous ont remonté qu'en plus des gens qui avaient été touchés par la chute du drone, certains commençaient à avoir des difficultés respiratoires, commençaient à larmoyer, à moucher, avaient d'autres troubles que des troubles dus à un traumatisme. Donc là, on enclenche le dispositif NRBC en se disant que dans l'aérosol, il y a peut-être un produit chimique. Les pompiers analysent le produit pour prévoir un antidote, tandis qu'on évacue 420 victimes, jouées par des lycéens stéphanois, des cadets de l'école de police de Chassieux et des étudiants en médecine. L'objectif des secouristes, c'est de fonctionner par tri. Donc d'intervenir, d'abord d'évacuer les impliqués qui sont assez nombreux, et ensuite de se centrer sur les gens qui présentent des symptômes. Donc les valides vont être amenés vers des tunnels de décontamination, décontamination de masse, et les invalides vont être amenés vers un autre endroit pour faire de la décontamination plus fine. 150 pompiers, 80 médecins et secouristes et 120 policiers participent à cet exercice qui a deux objectifs. Voir comment ça fonctionne entre les différents services, pompiers, police, SAMU, d'accord, sur le terrain, dans l'enceinte du stade, tester ce dispositif-là. Deuxième objectif qui est plus stratégique, voir comment fonctionne le processus décisionnel, la gestion de l'événement à l'intérieur du stade, mais aussi ses conséquences à l'extérieur. Prise en charge hospitalière, coordination des services de transport sur l'agglomération stéphanoise, gestion des routes. Cet exercice est obligatoire pour tous les stades qui accueillent l'Euro 2016. La menace est à un niveau extrêmement élevé. Le gouvernement l'a déjà rappelé à plusieurs reprises et c'est vrai que le risque chimique fait partie des risques que nous devons prendre en compte. Dans la mesure où notamment Daesh travaille sur ce type de produits. Il faut s'assurer qu'effectivement, avant le début de la compétition, l'ensemble des services soient prêts. Le même exercice grandeur nature a eu lieu à Nîmes il y a 3 semaines. Il se déroulera à Bordeaux ce soir.
Après la diffusion d'images très choquantes tournées dans plusieurs abattoirs français, le ministre de l'Agriculture a annoncé un renforcement des contrôles. Une perspective que l'on attend avec sérénité dans l'abattoir de Chambéry. C'est le plus important en Savoie. C'est aussi un abattoir dans lequel le respect des règles d'hygiène est une priorité. Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Bovins, veaux, porcs, l'abattoir de Chambéry produit 2700 tonnes de viande par an en multi-espèces. Depuis juin 2014, ces 20 employés travaillent dans des locaux neufs où tout est conçu pour l'hygiène et la protection animale. On s'attache à ce que les animaux ne s'attardent pas trop dans nos stabulations, qu'ils arrivent au dernier moment. Ensuite, dans la manipulation, encore une fois, les personnels ont été formés et dès l'instant que l'animal est étourdi, on fait tout pour que tout se passe très rapidement. Ce n'est pas parce que le ministre a annoncé une visite inopinée qu'on va se stresser. On s'applique, on essaye de tendre vers le meilleur chaque jour. L'abattoir de Chambéry travaille au quotidien avec un vétérinaire et 2 techniciens vétérinaires garants de l'hygiène et de la protection animale. Ils contrôlent tout d'abord l'état de santé des animaux à leur arrivée. Ensuite, tout au long de la chaîne d'abattage, ils veillent à la bonne pratique des différentes actions, de l'étourdissement à la certification des carcasses. Cela fait plusieurs années qu'on fait des inspections régulièrement, qu'on rédige des rapports sur la protection animale, des rapports que l'on transmet aux professionnels avec ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme. Et l'inspection que nous demande de faire le ministre, nous l'avons déjà fait l'année dernière et l'année précédente. À la suite de récents dérapages dans un abattoir du sud de la France, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a en effet annoncé des contrôles. À Chambéry, sa visite est attendue en toute sérénité. On poursuit avec cette annonce plutôt insolite que l'on peut découvrir sur Le Bon Coin. Cette annonce pour remplir l'école de Montmain au-dessus de Talloires en Haute-Savoie. Elle a été déposée par un père de famille inquiet de voir cette école disparaître. À Nédiard, Dominique Bourget. Je ne vous ai pas dit, on va jusqu'à 4 cartes différentes. Celui qui gagne, c'est celui qui a 4 cartes de couleurs différentes. Il y avait encore 2 classes l'an passé, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Est-ce qu'il lui en reste plus ou moins ? Dans l'école de Montmain, il n'y a que 7 élèves de la petite section au CM1 et une maîtresse aux petits soins pour chacun. Voilà, au 5e doigt, 15. Un petit luxe que les parents d'élèves ne veulent pas voir disparaître. Nous, on est originaire d'une autre région et voilà, on est venu s'installer pour ce cadre, pour cette commune, pour l'école. On ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu d'école. J'aimerais bien que l'école reste pour les enfants à venir. Il faut que ça tienne pour le bien-être du village. Pour repeupler les bancs de l'école, un papa a eu une idée originale, poster une annonce sur Internet. On est bien sur les coteaux de la montagne. Et ça, c'est le village en hiver avec l'école. J'avais les enfants dans le bain et ma femme était en train de préparer le dîner et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait avec cette école, il faut qu'on se bouge et je venais de poster une annonce sur Le Bon Coin pour complètement autre chose et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas une pour l'école. L'école est tellement brillante, on a vraiment une pépite que de la laisser perdre parce qu'on ne se serait pas assez bougé, pour moi ça serait vraiment, j'en aurais des remords pendant longtemps je pense. L'initiative a fait grand bruit. Le maire en est le premier surpris et ravi. J'ai appris qu'on en avait parlé dans différents journaux, y compris dans le Figaro, dans la revue qu'on distribue à l'entrée du métro à Paris, qui s'appelle 20 minutes. Enfin, j'ai eu des coups de fil d'un peu partout. L'annonce vante si bien les atouts du village et de son école que 7 familles ont déjà appelé. 2 d'entre elles viendront passer quelques jours à Montmain la semaine prochaine, avant de peut-être s'installer. Et l'on reste dans le domaine scolaire avec notre nouvelle série. Elle s'appelle L'école autrement. Toute cette semaine, nous nous pencherons sur les pédagogies alternatives au système scolaire classique. Direction ce soir le Trièves où il y a 7 ans, une petite école Montessori a vu le jour. Elles sont assez rares en milieu rural. Autre particularité de celle-ci, les parents participent à son fonctionnement, ce qui permet de réduire le coût de la scolarité. Aurélie Massé, Nathalie Rapuc. Elle porte le nom d'une chanson d'Anne Sylvestre, Menthe abricot cerise. Une école au milieu des champs, avec 2 classes ou plutôt 2 ambiances. Car ici on ne parle pas de niveau, et les référents des enfants ne sont pas instituteurs mais éducateurs. Formé à la pédagogie Montessori, Antoine s'occupe des 6-12 ans.
Donc si tu as commencé à la majuscule, il faut quand même que tu ailles jusqu'au point. Même si tu n'as plus tout à fait assez de place, c'est pas grave, tu te débrouilles pour essayer de mettre la fin. D'accord ? Le libre choix d'activité est très important, le fait de se dire que les enfants vont faire le plus de progrès quand ils seront intéressés, motivés, dans des situations d'apprentissage choisies et puis agréables et joyeuses. Donc vraiment on essaye de cultiver cette curiosité, cette envie de faire les choses et on essaye d'éviter tous les écueils qui peuvent éventuellement mettre trop de pression sur les enfants ou leur ôter l'envie peut-être. L'apprentissage des maths est un exemple parlant. L'enfant peut toucher du doigt le résultat de cette multiplication. Une méthode qui suit son développement naturel et encourage son autonomie. À l'heure du repas, tandis qu'Émilie prépare de petits plats locaux et 100% bio, tout le monde est mis à contribution. Aujourd'hui, il y aura une salade de betterave en entrée et des lasagnes au butternut. Butternut rôti au four avec de l'ail et de l'huile d'olive. Un repas facturé seulement 3 € aux familles. C'est un autre principe de cette école gérée par une association, rester accessible aux plus modestes. L'idée, c'était de mettre en place la pédagogie Montessori, mais pour tous, le plus possible. Donc il fallait absolument que les frais de scolarité soient les moins élevés possibles. Ils sont aujourd'hui de 200 € par mois, 140 € pour le deuxième enfant de la même fratrie. Mais pour que les coûts soient si faibles, il fallait une école participative. Et la partie pédagogique est prise en charge par les éducateurs, évidemment. Ça n'est pas la partie des parents, mais tout ce qu'il y a autour, le fonctionnement, l'organisation de l'école, c'est vraiment les familles qui ont ça en charge. Un fonctionnement qui permet aux familles d'éviter de payer les quelques 5 000 à 8 500 € annuels, généralement réclamés par les écoles Montessori. Ici, chacun aide au ménage et peut animer un atelier, jardinage, philo ou autre, selon sa compétence. On ne s'attendait pas forcément à cette richesse qui pouvait être au rendez-vous, dans le sens où il y a un investissement de la part de tous les parents dans cette école. 4 élèves il y a 7 ans, 40 aujourd'hui. Victime de son succès, l'école se cherche de nouveaux locaux plus grands, toujours dans le Trièves. Une 3e classe pourrait ainsi ouvrir à la rentrée prochaine. Ils sont les stars de Villars. Villars-de-Lans organise ce soir une fête pour célébrer le retour de ses champions après les mondiaux d'Oslo. Parmi eux, Maurice Magnifica, Jean-Guillaume Béatrix, mais aussi Marie-Dorin Habert. L'Iséroise a été carrément intouchable pendant ces mondiaux avec pas moins de 6 médailles en 6 courses. Alors avant de l'entendre en direct, on regarde le sujet tourné par Françoise Gay et Franck Serroni. Ils sont allés à la rencontre des habitants de Villars-de-Lans, plutôt fiers de leur championne. 6 épreuves, 6 médailles, 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Marie-Dorin, c'est l'histoire d'une biathlète surdouée qui, à 29 ans, domine les championnats du monde de son large sourire. C'est une athlète d'exception. Elle était déjà là au niveau résultat lorsqu'elle était junior. Et puis ensuite, elle a progressé. Elle a fait que progresser en senior, en décrochant d'abord le bronze en 2010. Et puis là, maintenant, elle est championne du monde. Donc elle a gravi les 2 marches supplémentaires pour arriver à l'or mondial. À Villars-de-Lans, sa terre d'adoption, tout le monde ou presque la connaît et l'admire. Tu l'as déjà rencontrée ? Oui. Elle est comment ? Belle. C'est un exemple pour vous, les jeunes ? Ouais, vraiment. Parce que, ouais, elle est extraordinaire, elle est hyper forte. Ouais, rien à dire. Tu aimerais être comme elle ? Oui. Toi aussi, tu fais du biathlon ? Oui. Petits ou grands, sportifs ou non, dans cette petite commune du Vercors, les yeux pétillent lorsqu'on évoque le nom de la championne. Moi, je suis super fière parce que, déjà, en sachant qu'elle a une volonté de faire, elle a eu un bébé l'année dernière, elle s'est mise de suite aux entraînements derrière. Puis là, cette année, facile pour elle, non, c'est fier. Marie-Dorin, mais aussi Martin et Simon Fourcade, Jean-Guillaume Béatrix, tous ces médaillés ont fait leurs études au lycée de Villars-de-Lans et leur parcours fait rêver. C'est une sacrée émulation pour les jeunes biathlètes du pôle de pouvoir s'entraîner avec eux, de voir que le rêve est accessible, que ce n'est pas des extraterrestres, qu'ils ont été élèves comme eux ici, qu'ils ont été athlètes au sein du comité du Dauphiné et que c'est possible. Ce soir, Villars fête donc ses champions et sa championne, l'occasion de les remercier avant un repos bien mérité.
Marie Dorin-Habert, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Villard-de-Lans. Tout d'abord, bravo pour ces 6 belles médailles et pour l'émotion qu'elles ont suscitées. Vous êtes toujours sur un petit nuage, Marie Dorin-Habert ? Oui, je suis surtout en pleine décompression, donc c'est vrai qu'on est rentré il n'y a pas très longtemps, ça s'est très enchaîné rapidement. Et du coup là, ça fait du bien de se reposer, mais le corps il ne suit plus. Ça fait chaud au cœur cet accueil qu'on vous a réservé là ce soir ? Oui, c'est super sympa, surtout que c'est vraiment maintenant l'endroit où j'habite. Donc depuis 15 ans, je suis sur le plateau, donc c'est assez gênant même en fait presque de voir tout le monde réuni comme ça pour nous. On n'est pas forcément habitué à ça, mais c'est super sympa et on remercie bien tout le monde d'être venu ce soir. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous croisez ? Bon, après, je suis pas une grosse star. Il dit juste bravo pour la saison. Il y a des petites attentions sympas des enfants qui sont super mignons avec des petites phrases touchantes. Enfin, c'est super sympa. Alors, avant de partir à Oslo, vous aviez écrit le 3 mars sur votre blog « Oublie que t'as aucune chance, fonce ». Alors, de la chance, vous en avez eu, mais ça fait pas tout. Qu'est-ce qui fait la différence, Marie Dorin-Habert ? Bonne question. C'est vrai que on dit toujours l'entraînement paye. Le travail paye. C'est pas toujours vrai, malheureusement. Je pense que tout le monde travaille à haut niveau pour faire des résultats comme ça. Après, moi, j'ai eu de la chance justement que le travail paye. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un corps qui a parfaitement fonctionné, qui progresse tous les ans petit à petit. Et je pense qu'il faut le souligner parce que il y a beaucoup de monde qui travaille. On travaille tous énormément pour arriver à ce niveau-là et il y a peu de personnes qui réussissent beaucoup et j'ai de la chance d'en faire partie, donc ça c'est super. Donc je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aider à arriver à ce niveau-là. Vous disiez que le sprint avait été la course la plus aboutie en termes d'implication mentale. Oui, parce que c'est sur cette course-là que j'avais énormément de pression de ma part. J'attendais pas mal de résultats pour avoir été titrée l'année d'avant et puis pour avoir eu quelques difficultés au tir toute la saison. Donc je suis vraiment très contente d'avoir réussi à sortir le tir parfait sur cette course. Et donc après je suis pas sur la première marche, mais en fait pour moi cette seconde place vaut de l'or. Donc j'étais très contente sur cette course qui je pense a été un très bon déclencheur sur les courses d'après. Quel est votre programme maintenant, Marie Dorin-Habert ? Du repos ? Voilà, du repos et puis je vais commencer à potasser un petit peu niveau études. J'attaque un stage justement à la communauté de communes du Vercors. Bon courage. Merci beaucoup Marie Dorin-Habert d'avoir répondu à nos questions. Cette information pour vous rappeler que cette nuit, la France passe à la TNT HD. La télévision numérique terrestre sera alors disponible en haute définition. Cela signifie une meilleure qualité de son et d'image. Encore faut-il avoir l'image car certains téléviseurs ne sont pas compatibles avec la HD. Pour le savoir, un test simple. Appuyez sur le bouton 7 ou 57 de la télécommande. Si le logo HD apparaît, alors c'est bon, votre télé est capable de recevoir les chaînes en haute définition. Dans le cas contraire, il faut se procurer un adaptateur. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations avec la comparution immédiate de 8 manifestants interpellés jeudi à Grenoble en marge de la manifestation contre la loi travail. Ils s'étaient opposés violemment aux forces de l'ordre. Après avoir été placés 2 jours en détention provisoire, ils comparaissent donc devant le tribunal correctionnel, notamment pour outrage et violence contre personnes dépositaires de l'autorité publique. 4 d'entre eux ont écopé de peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Jean-Christophe Solari. Très belle soirée et à demain.